Bonsoir à tous. Je vous laisse encore un tout petit peu de temps pour vous installer et vous présenter un petit peu la session qui va suivre. C'est les 10 ans du Forum européen de bioéthique. On regarde un peu derrière nous, mais on regarde surtout devant. Et on est très fiers de partager ce moment avec l'espace de réflexion éthique du Grand Est, avec Michel Hasselmann et Hélène Gebel qui nous ont fait le plaisir d'être là ce soir. On est très heureux et très fiers de ce partenariat. Les espaces régionaux d'éthique font un travail considérable localement pour discuter de bioéthique, que ce soit avec le grand public, avec le milieu hospitalier. Et on les remercie pour tout ce travail effectué et on est très heureux de partager ce moment avec vous. On relie également avec quelque chose qu'on avait déjà fait au Forum européen de bioéthique et qui me semble très important, c'est le cas clinique. On parle de nanotechnologie, on parle d'intelligence artificielle, de choses qui sont parfois très éthérées, mais c'est très important aussi de se rendre compte que la bioéthique, c'est du quotidien, c'est du concret. On en a parlé, du vieillissement, on a parlé de la mort, on parlera demain du handicap, c'est des choses qui sont très ancrées ici. Mais les cas cliniques, ça vous permet vraiment de vous mettre, vous, dans la peau du médecin, mais pas seulement du médecin, du citoyen qui va voter pour une loi, du malade qui peut arriver à n'importe qui, où qu'on soit. Et donc, je pense que le format du cas clinique qu'on va vous présenter ce soir va être particulièrement intéressant. Donc, je vous présente le professeur Michel Hasselmann, qui est directeur du site d'appui alsacien de l'espace de réflexion éthique du Grand Est, qui est bien connu du Forum européen de bioéthique et bien connu des Strasbourgeois, et Hélène Gebel, qui est coordinatrice de l'espace de réflexion éthique du Grand Est. Je vous laisse la parole et je reste dans le public. Merci beaucoup pour cet accueil et merci d'être si nombreux dans la salle. Alors, effectivement, ce que nous allons faire dans cette séance qui va durer 1 heure, c'est un format qui n'est pas habituel au forum. Donc, on va vous présenter une histoire clinique, un cas clinique, et à la fin de la présentation de ce cas clinique, nous allons vous laisser la parole pour poser des questions sur la conduite à tenir, finalement, comme si vous étiez en décision pour cette personne que nous allons vous présenter. Alors, le cas clinique que nous avons fabriqué est un cas clinique virtuel. C'est virtuel, mais ça s'appuie sur tout un passé de professionnel, puisque j'étais réanimateur pendant très longtemps. Et donc, c'est des situations que nous avons rencontrées, mais le cas est virtuel. On va passer la première diapositive. Elle est là. Allez-y. La suivante. La suivante, voilà. Alors, l'histoire clinique, vous pouvez la lire sur l'écran. Donc, nous avons pensé vous proposer un cas clinique, une personne qui n'est pas souvent, quand on parle de limitation thérapeutique, de fin de vie, on pense aux personnes âgées, on pense aux personnes qui ont déjà un passé très, très long sur Terre et puis en pathologie. Ici, non, on a pris un cas différent, vous voyez. On propose de ce cas-là. C'est une jeune femme de 35 ans qui est chargée de communication dans une boîte d'informatique et elle vit en couple, elle est pacsée et elle a 2 enfants. Un enfant d'1 an et un enfant de 4 ans. En juin 2015, Julie, puisqu'elle s'appelle Julie, va être diagnostiquée d'une leucémie aiguë, peu importe la forme, myéloblastique, une leucémie aiguë. Et comme il se doit, elle est prise en charge, elle est traitée par une chimiothérapie, comme on fait aujourd'hui, et que nous avons la chance dans notre pays d'avoir des traitements efficaces, performants. Pour l'instant, on n'est pas encore limité financièrement pour pouvoir y accéder. Enfin, donc Julie va être traitée par chimiothérapie, qui est première ligne de chimiothérapie selon les protocoles internationaux. Rapidement, bien sûr, après la chimiothérapie, elle va se retrouver en aplasie médulaire, c'est-à-dire que la moelle osseuse va être détruite par la chimiothérapie et Julie sera en défense immunitaire totalement altérée, donc à la merci de toute infection. Diapositive suivante, la suivante. Durant ce traitement, elle est hospitalisée, bien sûr, dans un service d'hématologie pendant plusieurs semaines. Et puis, Julie est très épuisée, très fatiguée, elle est dépressive. Et là, elle désigne comme personne de confiance
son compagnon. La réponse au traitement, donc première ligne de chimiothérapie, est positive. C'est-à-dire qu'on va voir, après la phase d'aplasie, on va avoir une remontée des cellules sanguines, donc la moelle osseuse va refonctionner, et puis il restera moins de 5% de cellules cancéreuses, ce qui fait qu'elle va être considérée en rémission. On ne parle pas de guérison dans ce type de maladie, là elle est en rémission, et elle ne présente plus de signes généraux de leucémie. Donc Julie va reprendre sa vie habituelle dans sa famille. La suivante. Suivante. 3 ans plus tard, alors qu'elle se sent fatiguée à nouveau, un contrôle sanguin va montrer, je veux dire malheureusement, une récidive de la leucémie, mais c'était très certainement à prévoir, puisque ces affections, après la première cure de chimiothérapie, habituellement récidivent. Alors elle est traitée de nouveau, selon les protocoles internationaux, par l'étape du dessus, si vous voulez, pour la prise en charge de ces patients, c'est-à-dire une chimiothérapie de préparation, puis une greffe de cellules hématopoïétiques, comme on fait actuellement, disons, on va dire une greffe de moelle, c'est plus vraiment comme ça que ça marche, mais c'est une greffe de moelle, l'équivalent d'une greffe de moelle. Alors la chose se passe bien, jusqu'au moment où, dans ce contexte donc, de grande fragilité, eh bien, Julie va développer une infection urinaire gravissime, qui va la mettre dans un état de choc, comme on dit en réanimation, de choc septique. Et puis, dans ce contexte-là, elle bloque ses reins. Elle fait une anurie. Ce n'est pas du tout rare, hein, c'est une complication extrêmement fréquente. Des infections sévères, des infections graves vont très souvent s'accompagnent, allez, on va dire parfois pour rassurer les gens, s'accompagnent d'une insuffisance rénale aiguë. Donc dès lors, Julie va entrer dans un service de réanimation pour être prise en charge. Elle va être dialysée, c'est-à-dire elle va passer au rein artificiel tous les jours. C'est la technique que nous utilisons, et même nous avons des techniques en dialyse continue. Elle est mise en hémodialyse, et comme elle ne s'alimente pas suffisamment, il est décidé de lui apporter une nutrition parentérale. Donc elle a un cathéter, et sur ce cathéter, nous passons des nutriments, des poches, vous savez, les poches de nutrition parentérale. Je ne l'ai pas précisé, mais tout ça se fait en lui expliquant avec son accord. Alors, au point où elle en est, c'est-à-dire récidive de leucémie, greffe de moelle et malheureusement complication gravissime de cette chimiothérapie, elle n'est plus traitable pour la leucémie car les moyens thérapeutiques dans cette situation-là sont dépassés. Donc à ce stade, on peut dire que tous les moyens thérapeutiques de la leucémie sont dépassés. Du point de vue curatif, bien sûr, restent les traitements palliatifs. Suivante. Alors l'état général de Julie se dégrade, elle est en réanimation, le temps passe, sa fonction rénale ne reprend pas. Elle reste totalement anurique, elle souffre de plus en plus. Souffrance physique, oui, souffrance morale, énormément, souffrance psychologique considérable. Elle est exténuée, elle est très abattue et elle n'a plus envie de se battre. On arrive dans cette situation qui est assez courante et fréquente où les personnes ont l'air de lâcher prise. Et après 4 semaines de cette situation, en réanimation, eh bien, Julie exprime sa résignation et dit qu'elle veut en finir. Diapositive suivante. Un matin, elle demande au médecin d'arrêter tous les traitements et veut qu'on la fasse dormir jusqu'à la fin. Situation qui, aujourd'hui, existe, qui est possible. La diapositive suivante. Voilà. Si vous étiez dans l'équipe soignante, que feriez-vous?
Alors c'est difficile comme question, c'est terrible. On vous la pose quand même, il y a des soignants, il y a des médecins dans la salle, il y a beaucoup de gens qui ne le sont pas. On est dans cette situation-là, on a une personne qui demande finalement à mourir. Alors, il faut que maintenant vous interveniez pour poser des questions, pour essayer de faire bouger des questions, etc. Et puis on avancera au fur et à mesure pour essayer de comprendre comment aujourd'hui, dans notre pays, on peut avoir des données et des volontés que nous n'avions pas jadis. C'est-à-dire, anciennement, je dirais avant la loi Leonetti, quand moi j'étais plus jeune, nous étions, nous les médecins, on se connaît bien, on était réputés connaître ce qu'il fallait pour les autres. On nous a critiqués largement, vous le savez, nous étions paternalistes. Et donc, au fond, cette question-là, c'était nous qui décidions. Aujourd'hui, dans l'évolution de la société, actuellement, les choses ont changé. Alors, comment on fait dans une situation comme celle-là ? Est-ce qu'on peut déjà demander l'avis de la famille proche ? Alors, est-ce qu'on peut demander l'avis de la famille pour une décision qui doit être prise de façon... Alors, est-ce que la famille, qu'est-ce que c'est la famille ? Qui est la famille ? Dans une situation comme celle-là, est-ce que vous savez à quelle personne, puisque la question est posée sur la famille, quelle est la personne dans cette situation qui doit participer au débat ? Alors, puisque vous avez posé cette question, alors dans la loi, plutôt que la famille, même si c'est évoqué, on parle en premier lieu déjà de la personne, bien sûr. Alors là, c'est Julie, on a eu son avis. Mais en second lieu, on a la personne de confiance. Alors je sais que dans la conférence précédente, c'est une expression qui a déjà été souvent amenée. Donc la personne de confiance, c'est une personne qui est désignée par, ici, Julie, par la personne malade. C'est une personne qui est chargée d'exprimer la volonté de la personne malade. C'est-à-dire que dans la situation que l'on vous a exposée, Julie a désigné son compagnon comme personne de confiance. Ce compagnon n'est pas là pour dire ce que lui pense et ce que lui veut. Il est là pour dire, si jamais on l'interroge, ce que Julie souhaite, ce qu'elle a exprimé durant son parcours, durant sa vie, et ce qu'elle souhaite finalement pour la suite. Maintenant, la personne de confiance n'empêche pas à l'équipe soignante que l'on consulte aussi la famille, puisque dans l'esprit de la loi, plus vous allez consulter de proches, mieux c'est, puisque vous connaîtrez ainsi encore mieux la volonté de la personne. Mais disons que s'il y a un ordre à établir, c'est d'abord la personne elle-même, bien sûr, et ensuite la personne de confiance, et enfin les personnes proches. Juste une précision, mais vous pourrez poser d'autres questions là-dessus. La personne de confiance n'est pas nécessairement un membre de la famille. C'est, comme son nom l'indique, une personne de confiance, c'est-à-dire une personne en qui vous avez toute confiance. Ça peut être un voisin, un ami, le facteur, si vous avez extrêmement confiance en lui. Donc c'est une personne, enfin je vois des têtes hochées, mais en tout cas c'est une personne en qui vous avez confiance et que vous avez désignée comme telle dans un formulaire ou sur un papier. Maintenant, dans cette situation, en réanimation, on peut imaginer que l'équipe aux transmissions se pose des questions, et une question qui revient souvent par une aide-soignante ou même des infirmières ou jeunes, est-ce que cette personne malade a le droit de poser cette demande, de demander ça au médecin du service? Si elle a le droit de demander de dormir jusqu'à la fin. Donc c'est une question importante parce que jadis, c'était pas possible. On va le voir que dans la loi Leonetti, et ça n'était pas encore le cas, c'est le cas dans la loi Claes-Leonetti. Aujourd'hui, on peut passer peut-être la diapositive suivante. On a préparé un petit texte, là, on l'a. Ah. Ça va venir. La diapositive ne vient pas.
Donc nous avons une panne de diapositives. Bon, on voulait vous montrer le texte de loi. Aujourd'hui, nous tous, en tant que citoyens, en tant que sur le territoire français, on peut demander une sédation profonde et continue jusqu'au décès. On peut demander ça. C'est passé dans la loi Claes-Leonetti, ça n'était pas dans Leonetti. Donc Claes-Leonetti, ça y est. Donc la réponse est oui. Pour les soignants, pour les équipes, oui, nous pouvons demander ceci. Et c'est un progrès, non, on ne va pas vous remercier tout de suite. Ce serait la diapo, j'aimerais bien la diapo numéro 8, si vous avez ça en stock. C'est la première fois qu'on le fait, hein, donc vous voyez, c'est la 8. Encore un peu, allez-y, avancez. Ah, je me disais bien qu'il y aurait quelques soucis de diapo. Donc on a le droit de le faire, hein. Elle a le droit de demander. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Alors, il y a des conditions, ceci dit. D'accord. Autre question ? Oui, bonjour. Je vais peut-être revenir un petit peu avant toutes ces questions. Je m'en tiens à ce que vous avez énoncé dans le cas. Vous dites, elle souffre de plus en plus, elle dit qu'elle veut en finir. Donc je m'interroge pour savoir si tout le protocole d'allègement de sa souffrance a été mis en place ou pas. Alors, dans une situation comme celle-là, dans un service où nous traitons des personnes qui ont une atteinte physique de cet ordre-là, somatique, il est absolument obligatoire de mettre également des soins palliatifs. Et ne pas en mettre, c'est plus qu'une erreur, c'est une faute. Donc il faut absolument que dans un service lourd comme celui-là et dans d'autres, qu'on traite, bien sûr, qu'on mette en place un traitement curatif, ça veut dire guérir, mais aussi palliatif. Et le traitement palliatif, c'est bien sûr calmer la douleur, mais aussi prendre en charge la souffrance psychologique, psychique, mais aussi avoir un accompagnement spirituel. Ça, c'est des choses qui sont souvent oubliées. Oui, bien sûr, il faut le faire. Juste une précision, dans le texte de loi, on a bien insisté sur certains mots, je vais quand même vous dire ça. Donc le médecin sauvegarde la dignité du mourant, donc la dignité, et assure la qualité de vie en dispensant les soins palliatifs. Donc c'est des termes... C'est écrit par le législateur. Merci. Dans ce cas de figure, on part du principe que la personne n'a entrepris aucune démarche légale au préalable. De démarche ? Légale. Illégale ? Légale. Légale. De quel point de vue, alors, dites-moi ? Au niveau de l'euthanasie, etc. Alors là, c'est une question difficile, parce que difficile, je veux dire, une démarche légale d'euthanasie, vous savez qu'en France, l'euthanasie n'est pas légalisée. Je suis belge, et je viens de Belgique, excusez-moi. Voilà. J'aurais dû le préciser. Non, en France, ça n'est pas légalisé. D'accord. Autant pour moi. Pour le moment. Oui, vous avez répondu en partie à ma question. En fait, donc là, c'est l'infirmière qui parle. Je lui poserai les questions. Quelles sont les raisons qui font qu'elle veut mourir ? Est-ce que c'est la douleur physique, psychologique ? Est-ce que c'est la souffrance qu'elle inflige à sa famille, etc. Alors, c'est un mélange de tout ça. Quand on est devant une personne comme cette dame, comme Julie, c'est un mélange de tout ça. Bien sûr, il faut prendre en compte, mais des fois, on ne sait pas. On ne sait pas. Dans les textes de loi, on n'est pas tenu forcément de savoir pourquoi les gens veulent. Ça, c'est quelque chose de particulier. Mais ici, c'est parce que ça traîne, et elle sait que c'est irréversible. Elle le sait. On est en 2e cure de chimiothérapie, etc. Donc, c'est ça qui lui fait prendre cette décision-là et ce qui fait émettre cette demande. Sa souffrance vraiment morale. Oui. Vous n'avez pas évoqué l'aspect temps, dans l'aspect temps, c'est-à-dire la durée des différentes étapes. Donc c'est sûr que la question, la demande telle qu'elle est posée, elle paraît très abrupte. Et il est évident, je suppose, qu'on ne va pas réagir immédiatement à ce type de questions. On va peut-être intensifier les traitements de la douleur. Ensuite, vous avez parlé d'assistance spirituelle, psychologique. Je pense que là aussi, il faut prendre son temps pour qu'elle puisse exprimer réellement ses besoins et ses désirs. Et par ailleurs, pour revenir à la personne de confiance, il semble que Julie maîtrise encore toutes ses facultés.
Donc, d'après ce que j'ai compris, il n'est pas question de faire intervenir à sa place la personne de confiance tant qu'elle maîtrise totalement sa tête. Alors, c'est pour répondre à la deuxième partie de votre question, c'est une personne consciente peut demander que ce soit sa personne de confiance qui négocie ou qui travaille. C'est possible, vous savez, c'est possible. Hein. Bon, là, on ne l'a pas écrit dans ce cas clinique, mais la personne de confiance, c'est vrai que c'est avec elle que nous prenons langage quand il y a une difficulté, qu'il faut décider quelque chose. Quand la personne n'est pas elle-même consciente. Mais sinon, on parle bien sûr aux malades. Mais il y a des malades qui ne veulent pas, qui veulent que ce soit une personne de confiance d'être accompagné. Qui accompagne. Après, il n'y a pas de... Comment dire, vous avez raison de pointer le fait qu'elle demande aujourd'hui que ça s'arrête. Elle ne va pas immédiatement prendre une décision d'arrêt. D'ailleurs, le législateur nous le redit. Dans la loi Claes-Leonetti, c'est vraiment redit qu'il faut essayer de convaincre, qu'il faut accompagner. On n'a pas le droit d'abandonner, c'est trop facile. Je veux dire, on pourrait dire, moi, je m'en lave les mains, elle veut, donc on ne fait pas. Surtout pas faire ça. Hein, on a le droit de demander, mais surtout pas dire, bon, c'est la loi, donc on fait. Ça serait abandonner les personnes. Hein. Alors, que ce soit d'ailleurs pour une situation de fin de vie ou pour un autre cas qui est un peu lié, c'est-à-dire un refus de soins, même dans des situations qui ne sont pas de fin de vie, il faut que la personne réitère sa demande de ne pas avoir le soin, de mettre en place une sédation. Donc on voit qu'il y a quand même la prise en compte de cette dimension temporelle et réfléchie. Oui, donc ma réponse à la question c'est oui, on doit faire ce que Julie souhaite, c'est sa volonté, c'est sa vie, c'est à elle de décider de sa propre vie. Je pense qu'il se prend un peu trop les gens pour être les parents des autres personnes. Surtout dans des cas comme ça, elle est consciente, elle est souffrante, c'est à elle de décider de qu'est-ce qu'elle souhaite faire, si elle veut continuer ou pas. Ce n'est pas à son conjoint, ni à la famille, ni à d'autres. Et je pense même qu'il faudra accepter la légalisation du suicide, et c'est à chacun de décider de sa propre vie. Donc chaque être humain doit avoir le droit de faire ce qu'il souhaite de sa propre vie. Alors, ce que vous dites là, c'est tout à fait ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le texte de loi qui dit qu'une personne peut demander une sédation profonde et continue jusqu'au décès, nous avons tous le droit de le demander. Maintenant, il y a quelque chose de particulier, encore dans la loi Claes-Leonetti, c'est que cette demande de mort, hein, de dormir jusqu'à la fin, on ne peut pas la demander dans toutes les situations. Dans la loi actuelle, c'est, pour le moment, Hélène va nous dire très rapidement les situations. Il y a 2 situations particulières où on peut le demander. Hélène, rapidement. Oui, donc ces 2 situations sont les suivantes. Premièrement, lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, présente une souffrance réfractaire au traitement. Deuxièmement, lorsque la décision du patient atteint d'une infection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. Donc vous voyez, c'est bien la question de la souffrance qui est prise en charge, et dans ces 2 cas-là, on peut mettre en place une sédation profonde et continue. Oui, comment on quantifie justement cette douleur? Pardon? Comment on la quantifie, la douleur? Déjà, première chose, on parle de souffrance, c'est-à-dire que c'est aussi bien la souffrance physique que psychologique. Après, la quantifier... Il y a d'abord ce que dit la personne. Hein, bien sûr, la souffrance psychologique, c'est celle qui est écoutée d'homme à homme ou de femme à homme. Et pour mesurer la douleur, vous connaissez les échelles d'évaluation visuelle qui valent ce qu'elles valent, mais enfin, bon, on peut utiliser les échelles de douleur. La douleur, si vous voulez, la douleur, c'est pas très difficile à bloquer. On a toujours cette idée qu'on laisse les gens avoir mal. Vous savez, dans la loi et dans la pratique, bien avant la loi, on ne laisse... Enfin, j'espère que c'est partout comme ça. On ne laisse pas les gens avoir mal. Il faut monter la morphine. Quand quelqu'un a mal, il faut monter les doses de morphine. On sait que c'est dangereux.
On sait que c'est dangereux. On sait qu'une morphine que l'on augmente peut abréger la vie de la personne. On le sait. Mais il faut l'accepter, et la personne doit l'accepter. La personne malade doit l'accepter, et on peut monter les doses. Ça s'appelle le double effet. Le double effet. Donc on fait ça. Bonsoir tout le monde. Donc, moi je me promène dans ma poche avec ma décision de fin de vie. Donc je dis concrètement aux personnes que je vais devoir rencontrer, j'espère que non, dans un cas grave, de ce que je voudrais qu'ils fassent ou ne fassent surtout pas. Donc moi je me pose la question, de quel droit? Bon, je sais qu'il y a la loi qui existe, mais comment ça se fait qu'on est encore dans un pays qui n'a encore pas eu une évolution réelle vis-à-vis de l'euthanasie, étant donné que maintenant, pour quelqu'un qui est en France, la seule solution, s'il décide où il va en Belgique et il a une situation médicale grave, ou sinon s'il décide d'aller arrêter sa vie pour X raisons, c'est à lui de savoir ce qu'il veut faire. On doit aller en Suisse, payer dans les 10 000 francs suisses. Est-ce que c'est normal? Est-ce que cette société a le droit d'imposer la vie à quelqu'un qui n'en veut plus? L'année dernière, un Australien de plus de 100 ans est venu à Bâle parce qu'il avait des raisons personnelles d'arrêter sa vie. Bon, il a appuyé sur la seringue pour injecter le produit et il est parti. Et c'est comme ça qu'il faudrait faire évoluer cette situation. Vous abordez un sujet extrêmement important, hein, c'est la question de l'euthanasie. C'est la question de l'euthanasie, mais vous voyez, là, en fait, ce n'est pas la question qui est posée là. Là, c'est la question d'un arrêt thérapeutique. Arrêt thérapeutique. Dans la salle, il y a beaucoup de gens ici qui... bon, il y en a beaucoup qui sont pour l'euthanasie, il y en a beaucoup qui ne sont pas pour l'euthanasie. On ne peut pas dire c'est valable pour tout le monde. C'est la question de l'arrêt thérapeutique. Est-ce que, dans une situation comme celle-là, on peut arrêter les traitements? Alors, moi, j'ai peut-être une petite question aussi. Alors, c'est peut-être le cas clinique que je n'ai pas tout à fait compris ou qui n'est pas allé jusqu'au bout. Un choix n'est un choix que s'il est éclairé. Moi, je vois en consultation régulièrement des patients qui, lorsqu'ils ont une névralgie du trijumeau, m'expriment que pendant la douleur, ils ont envie de mourir. Bien évidemment, on ne va pas accéder à cette possibilité parce qu'on sait qu'il y a un traitement derrière qui va pouvoir les soulager. Voilà. Julie en question, elle est donc en insuffisance rénale, elle est dialysée, on ne peut pas la traiter pour la leucémie qu'elle a, mais est-ce qu'on a une possibilité, ou est-ce qu'il existe un espoir thérapeutique qu'en guérissant ou quand l'insuffisance rénale aura régressé, on aura la possibilité de lui donner des traitements. C'est-à-dire, est-ce qu'on a la possibilité de lui donner une information sur l'avenir qu'elle a? C'est-à-dire, si bien entendu l'avenir est totalement obéré, on n'aura bien entendu pas la même écoute et la même réaction que si il existe une lueur d'espoir qu'on peut lui expliquer et passer du temps en traitant la douleur le mieux possible. Alors, expliquer aux personnes malades ce qui se passe, mais honnêtement, très honnêtement, c'est évident qu'il faut le faire, c'est clair, c'est sûr qu'il faut expliquer, tout le monde est aujourd'hui, j'espère, d'accord avec ça. Les personnes, mais c'est difficile d'entendre aussi, on peut expliquer, et puis souvent on est surpris que la façon dont les gens ont compris. Mais là, ce que Aurélien soulève, c'est la question, au fond, est-ce qu'elle est vraiment en fin de vie? Est-ce qu'elle est dans une situation incurable? Vous voyez comme c'est difficile, parce qu'elle a une leucémie, mais elle a aussi une insuffisance rénale qui fait qu'on ne peut pas la traiter pour la leucémie. Alors on peut dire si le rein repart, on pourra la retraiter. Donc il y a toujours une zone, c'est pas blanc ou noir, hein, c'est plus facile de discuter comme ici dans une salle, en pensant que c'est comme ci ou comme ça. Pas du tout en pratique clinique, et c'est là que l'éthique prend toute sa dimension, puisque c'est la pratique clinique, l'éthique, c'est pas une science abstraite. Il y a toujours un doute. Il y a toujours un doute. Et ce doute, il faut l'exprimer, il faut essayer de le réduire au maximum. Dans la situation de Julie, avec une insuffisance rénale, après une greffe de moelle, de récidive de leucémie, il n'y a pratiquement aucune chance pour qu'elle puisse être réversible. Je rajouterais juste un élément, et je vous laisse parler, madame. Il y a aussi un point dont on n'a pas parlé, c'est qu'il peut y avoir aussi des demandes contradictoires
de la part de la personne, c'est-à-dire du patient, et parfois de ses proches. C'est-à-dire qu'avant, on est parti du principe que les proches soutenaient la demande, mais il arrive aussi que la personne concernée demande à en finir, alors que les proches poussent, c'est-à-dire demandent à l'équipe soignante de poursuivre des soins ou parce qu'ils ont encore un espoir. Oui, j'ai fait la demande et suite à un AVC, par exemple, où je reste paralysée, sans voix, enfin sans parole, ça ne marche pas, votre loi. Alors, dans la situation où... Bon, Julie est consciente, là. Hein. Donc, on a pris un cas clinique d'une jeune femme qui reste consciente jusqu'au bout et qui demande une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Maintenant, une personne qui n'est pas consciente, vous prenez l'exemple d'un accident vasculaire cérébral, comment on fait ? Déjà, elle ne va pas pouvoir demander une sédation profonde et continue puisqu'elle n'est pas consciente. Donc nous n'avons pas la possibilité de répondre à sa demande qui n'existera pas. Donc là, dans cette situation-là, dès lors qu'il n'y a pas de conscience, c'est fondamental pour tout le monde d'avoir des directives anticipées qui sont rares encore. Je ne sais pas combien vous êtes dans la salle à avoir rédigé vos directives anticipées. Après l'affaire Lambert, ça monte un peu, mais les directives anticipées sont extrêmement importantes. Et la personne de confiance, et comme dit la loi, à défaut, la famille ou un proche. Donc c'est une décision collégiale qui va être prise pour cette personne qui ne peut pas s'exprimer. Mais il n'y a pas de sédation profonde et continue dans cette situation-là. C'est des arrêts de soins tout au plus. Je ne sais pas si l'histoire se poursuit, si je pose la question trop tôt, mais on est en réanimation et vous avez parlé arrêt des traitements. Quelle est la liste des traitements arrêtés? Est-ce que c'est uniquement médicamenteux? Est-ce que c'est aussi d'autres sondes? Exemple, la sonde d'alimentation, par exemple. Voilà. Alors, dans le cas de figure que nous avons pris ici, vous avez vu, on a fait en sorte que Julie soit dépendante de 2 traitements vitaux. Elle est dialysée, c'est-à-dire elle passe au rein artificiel, et elle est nourrie par nutrition parentérale. Alors ces 2 traitements sont des traitements de suppléance, comme on appelle, c'est-à-dire ça ne guérit pas, ce n'est pas du traitement palliatif, c'est des traitements de suppléance, c'est-à-dire qu'elle a 2 organes qui ne fonctionnent pas. Si elle demande une sédation profonde et continue jusqu'au décès et qu'on se plie à sa demande parce qu'il n'y a pas de raison probablement de ne pas l'écouter, il faut arrêter les traitements, tous les traitements, dont la dialyse, dont le rein artificiel et l'alimentation artificielle. Les 2 traitements doivent être arrêtés. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Est-ce qu'on peut arrêter, au fond, une hémodialyse? Est-ce qu'on peut arrêter une nutrition artificielle? Est-ce qu'on peut s'exprimer? Alors, on peut quand même... Pardon, on peut juste préciser, et je vous laisserai aussi prendre la parole, que c'est un point qui a été précisé entre la loi de 2005, dite Leonetti, et la loi de 2016, dite Claes-Leonetti, puisque dans la nouvelle loi, il est précisé justement que la nutrition et l'hydratation artificielle constituent des traitements. Merci à vous. Ma question va dans ce sens parce que c'est tout à fait clair la distinction entre traitement et soins, mais vous avez fait trois lapsus en fait dans l'interprétation de la loi. Le premier était quand la malade disait elle refuse les soins et qu'elle veut qu'on arrête les soins. Un soin ne s'arrête jamais. On arrête un traitement, mais pas un soin. La loi indique que l'hydratation et l'alimentation, dès lors qu'elles sont artificielles, sont des traitements et pas des soins. Donc on peut arrêter le traitement actif, dialyse, ventilation. On n'arrête pas le soin. Le soin, c'est le confort, c'est de laver les gens, c'est l'hygiène, c'est la psychologie. Un soin ne s'arrête tellement pas qu'il y a des soins qui persistent après la mort. Chez un patient qui a été donneur d'organes, il y a des soins de réparation tégumentaire avant de rendre le corps à la famille. Donc on arrête un traitement, on n'arrête pas un soin. Il n'y a pas de limitation d'arrêt de soins, mais de limitation et d'arrêt de traitement. Le deuxième lapsus effectué, c'est sur la décision collégiale. La décision n'est jamais collégiale. La décision, elle est une et unique, elle est portée par un médecin. C'était une objection d'Irimon de l'ordre des médecins. La procédure est collégiale, l'instruction est collégiale, il y a tout le monde, mais il faut qu'on ait une personne qui prenne la décision pour qu'on puisse retourner à cette personne. Et le troisième lapsus ouvert à discussion tient sur le fameux double effet. La morphine, à mon sens, n'a pas de double effet. La pénicilline, elle a un double effet. Un double effet, c'est saint Thomas d'Aquin, rien n'empêche qu'une action ait un double effet. Et saint Thomas d'Aquin théorise la légitime défense. Et saint Thomas d'Aquin dit rien n'empêche qu'un même acte ait un double effet. Un est connu, direct, bon, se maintenir en vie.
L'autre est indirect, non voulu, mauvais, qui est de tuer son agresseur. Donc double effet, c'est quand je donne le médicament et à la fois j'ai, pour la pénicilline, traitement de la pneumonie et choc allergique mortel. La pénicilline peut avoir un double effet. La morphine n'a pas de double effet. La morphine, elle soulage et elle peut aussi entraîner une dépression respiratoire. Si on dit que la morphine a un double effet, ça veut dire que la dose qui soulage et la dose qui tue sont très proches. Or, elles sont très très loin. Donc on peut avoir un effet indésirable, qui est une dépression respiratoire. Voilà. Pardon d'avoir été trop long. Mais pour aller dans ce sens-là, c'était prévu dans notre présentation par la suite, mais pour aller dans ce sens-là, la morphine, qui a été, quand on a parlé de double effet, que ça a été réinstauré, enfin, que le terme a été réutilisé, ça a commencé en Angleterre. C'est vrai que depuis saint Thomas d'Aquin, on n'avait plus trop pensé au double effet. C'était à propos de la morphine, parce qu'il faut bien reconnaître, et on le sait, que la morphine est dépresseur respiratoire. Donc c'est très technique, mais ça bloque la respiration. Mais quand on parle de double effet, c'est que l'effet positif recherché doit être celui qui est le primordial, c'est celui-là qu'on cherche. L'effet adverse, secondaire, n'est que, pas un accident, mais on sait que ça peut survenir secondairement. Monsieur Boulsif, quand vous dites que la décision, on prend une décision, alors on l'avait prévu dans notre présentation par la suite, alors on va aller là-dessus, effectivement. Donc vous faites remarquer que la décision, c'est pas une décision collégiale, c'est une fabrication d'une décision. On fabrique une décision. Qui c'est qui fabrique la décision? Alors il y a l'avis de la demande de la personne malade, moi, vous, le jour où on sera dans cette situation-là, et puis autour de nous, à ce moment-là, eh bien, il va falloir fabriquer une décision. Avec qui? Personne de confiance, le malade, la famille, d'autres personnes, les collègues. On fait intervenir une personne extérieure qui ne dépend pas de notre service, etc., avec lequel on n'a pas de relation. La décision est fabriquée. Après, il faut la prendre. Il faut la prendre. Ça, c'est autre chose. Qui prend la décision? Actuellement, ça reste le médecin. Et ça, c'est très important de se souvenir de ça. C'est-à-dire que dans notre métier, en tant que médecin, en tant que responsable d'unité fonctionnelle, responsable, moi j'aime bien ce terme, je suis peut-être un peu vieillot, mais je me sens responsable d'un malade, c'est à cette personne-là de prendre la décision. C'est lui qui est responsable de ce qui se passe. Et il n'est pas obligé de suivre la fabrication pour une raison, je ne sais pas laquelle, il n'est pas obligé de le suivre. Mais c'est lui aussi qui est responsable devant la loi. En cas de souci, c'est lui qui va être responsable devant la loi. Alors, donc on la fabrique. Et après, quelqu'un la prend. Cette question de la procédure collégiale soulève quand même d'autres interrogations, puisque c'est quand même beaucoup plus facile de faire ça en milieu hospitalier, où on peut réunir d'autres professionnels pour prendre cette procédure collégiale, tandis qu'à domicile, par exemple, avec le médecin traitant, ou dans certains EHPAD, c'est effectivement très difficile, non pluridisciplinaire et collégial, pour prendre une décision. Donc ça soulève d'autres questions aussi. Oui, on s'est placé dans ce cas clinique dans le cadre d'une personne consciente qui demande un arrêt de soins. Donc c'est une personne consciente. Je reviens sur la question de la dame tout à l'heure qui disait après un AVC ou une hémorragie cérébrale. On est là dans le cadre de gens qui ne sont plus conscients et qui ne peuvent plus demander des arrêts de soins ou des limitations de traitement. Souvent, ce sont des pas accidents médicaux parce qu'ils sont fragiles, comme par exemple des bronchites ou diverses infections. Se pose la question alors, ou pas du traitement. Le traitement dans ce cas-là, est-ce que c'est amener une amélioration de l'état ou tout simplement prolonger la vie? La question est, qu'est-ce qu'on fait dans le corps médical de manière générale de ce qu'on appelait avant l'acharnement thérapeutique, qu'on appelle aujourd'hui l'obstination déraisonnable? Alors, votre question est oui, compliquée, mais vraiment, c'est une question au quotidien, ça, dans les équipes soignantes. C'est, au fond, jusqu'où aller, quoi, jusqu'à quel niveau d'engagement thérapeutique faut-il aller pour ce sujet qui est devant moi et finalement dont on a la charge et la responsabilité. Jusqu'où aller? Il y a des situations où c'est clair, on peut s'arrêter parce que le cerveau est détruit. Bon, il y a des situations, vous le savez probablement, qui sont très intermédiaires, très limites, etc. Donc, il faut savoir pourquoi on fait ça. Pourquoi est-ce qu'on proposerait, en toute honnêteté, un traitement à visée curative? Est-ce qu'on en attend vraiment un bénéfice?
c'est l'intention qui va être très importante à prendre en considération. Est-ce qu'on est honnêtement conscient vraiment que ça va apporter quelque chose de positif aux patients ? Vraiment. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas le faire. C'est-à-dire dans la loi, et même chez nous, en tant que réanimateur de longue date, on n'est pas là pour s'acharner, on n'est pas là... J'aime pas le terme acharnement thérapeutique, hein, parce que quand on fait de la médecine, il faut toujours s'acharner pour sortir les gens d'affaires. Hein. Vous ne faites pas une greffe cardiaque si vous ne vous acharnez pas pour le tirer d'affaire. Vous ne faites pas une greffe de foie. Vous ne traitez pas une leucémie si on ne s'acharne pas. L'obstination déraisonnable, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est quelque chose de fou, quoi. Il ne faut pas faire une obstination déraisonnable. Il ne faut pas. Après, il ne faut pas non plus, attention, et ça parce qu'on a toujours tendance à dire obstination déraisonnable, n'oubliez pas et n'oublions pas que ce n'est pas une ligne simple. Il y a un autre versant dans lequel on peut aussi tomber, qui est l'abandon prématuré des soins, la perte de chance. Vous voyez, on est sur cette ligne de crête, là, on avance. Il faut savoir, il ne faut pas tomber, il faut aller jusqu'à la bonne décision finale. Petite question, je reviens à la situation de Julie. Il était question d'arrêter donc ces 2 traitements, la dialyse et l'alimentation. Qu'est-ce qu'il en est de l'hydratation ? Est-ce qu'on l'arrête aussi ? Et dans ce cas-là, est-ce que la personne en souffre ? Est-ce qu'elle souffre de soif ? Alors, c'est une question qui a été beaucoup débattue, et notamment dans le grand public en a entendu parler, en particulier avec l'affaire de Vincent Lambert. Quand on arrête l'alimentation artificielle, la nutrition artificielle, hein, je fais un lapsus, c'est la nutrition artificielle, on donne des nutriments, il faut absolument arrêter l'hydratation. Si vous continuez l'hydratation chez une personne que vous ne nourrissez plus d'une façon ou d'une autre, indépendamment de ce qu'elle a par ailleurs, la survie peut être de 60 jours. C'est une situation intenable. Non, il faut tout arrêter et faire en sorte qu'il n'y ait pas de souffrance. Il faut humidifier la bouche, il faut mettre des antalgiques, il faut nurser, comme le disait le collègue, il faut faire du soin. Il faut faire du soin, mais le traitement nutritionnel, il faut totalement l'arrêter. Je vais juste rajouter un mot avant de conclure, parce que ça a été sous-entendu. Tout à l'heure, une question a été posée sur la situation où la personne ne serait pas en capacité de s'exprimer. Donc ça a été dit tout à l'heure, dans ces situations-là, ce qu'on va regarder aussi, c'est s'il y a une directive anticipée. Et à toute fin utile, je rappelle que les directives anticipées aujourd'hui, il y a 2 modèles qui existent. Un modèle au cas où vous êtes en bonne santé et a priori, ça va, il n'y a rien d'inquiétant à prévoir. Il y a un autre modèle où là, par contre, c'est la situation où vous savez que vous avez déjà une maladie grave ou alors dégénérative ou autre. Ces 2 modèles, donc, alors il y en a sur Internet, hein, c'est des modèles qui ont été vus par le Conseil d'État, la Haute Autorité de Santé. Donc vous pouvez les remplir. Aujourd'hui, les directives anticipées, elles sont révisables à tout moment. C'est-à-dire que vous pouvez changer d'avis, réécrire une directive anticipée le lendemain, le surlendemain. Par contre, bien sûr, l'idée, c'est quand même d'en parler pour que les personnes autour de vous sachent que vous avez écrit des directives anticipées. Ouais, c'était un point important. Ouais. Alors Julie, bien, on va finir l'histoire de Julie. Julie, dans l'histoire clinique qu'on vous présente là, finalement, on doit accéder à sa demande. Elle est dans la situation de phase terminale. On a pris du temps pour répondre à votre question. On ne fait pas comme ça de façon presque désinvolte dans la mesure où elle le demandait, alors on fait. Il faut suivre sa demande et la laisser mourir en sachant que ce n'est pas de l'euthanasie. Et là, il y a quelque chose de particulier dans la loi d'aujourd'hui, avec la sédation profonde et continue jusqu'au décès, où, il faut l'admettre et le reconnaître, qu'on est borderline, puisqu'on va tout arrêter, puis la personne va décéder, de sa maladie. Elle va mourir de sa maladie, et nous ne lui avons pas injecté une drogue mortifère, un poison qui est utilisé dans l'euthanasie. Donc elle va mourir de sa maladie, et donc va mourir, elle est morte, et si on a fait comme il faut, on le sent dans les services, si la chose s'est passée aussi humainement que possible, aussi éthiquement que possible, eh bien, c'est le cas finalement, tout le monde se sent
renforcé par ce qui s'est passé. Il y a quelque chose de très fort là qui se produit, quelque chose qui n'a pas fonctionné, où il y a des tensions, je ne parle même pas de ces histoires médiatisées, ça va bien passer. Donc ça c'est de l'éthique. On est dans le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on a les mains dans la situation et on a des valeurs qu'on essaye de faire passer dans la pratique. Michel Hasselmann, Hélène Gebel, je vous remercie pour nous avoir plongé dans cette réflexion. Et je vous invite dans quelques instants à suivre la dernière table ronde de la journée. L'homme se prend-il pour Dieu ou nous prenons-nous pour Dieu ?